Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. L'idée de l'émission d'aujourd'hui m'est venue de la lecture d'un article du journal Libération du 31 mai qui nous informe que plus de 40 experts ont alerté récemment dans la très célèbre revue Nature du franchissement de 7 des 8 lignes rouges planétaires qu'il faut éviter de franchir si l'on veut que la planète demeure à l'avenir habitable pour l'homme. Si ces seuils sont dépassés, les risques sont considérables pour les populations du monde entier, à commencer par celles qui sont les plus vulnérables, parce que ce sont les plus pauvres et aussi le plus souvent celles qui sont le plus exposées géographiquement aux conséquences du réchauffement climatique, comme les canicules, avec elles de grandes sécheresses ou à l'inverse des inondations, l'élévation du niveau des mers, la raréfaction de l'eau. Et ce serait une erreur de parler ici seulement du réchauffement climatique. Il faut aussi parler de l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire de la disparition très rapide d'un nombre considérable d'espèces vivantes, qui est sans doute d'ailleurs peut-être la menace la plus grave. Ainsi, tous les signaux sont au rouge. Mais on ne voit pas vraiment les grands États et les multinationales auxquels ils sont liés décider vraiment de changer de trajectoire. On assiste au contraire à l'intensification d'une compétition économique mondiale fondée avant tout sur l'exploitation des énergies fossiles, celles qui justement contribuent le plus au réchauffement climatique. Pour le reste, l'écologie est surtout un thème de communication. Alors, à la lecture de cet article, 2 questions viennent spontanément à l'esprit. Comment expliquer d'abord qu'on en soit arrivé là ? A-t-on affaire à un processus qui va rendre fatalement la Terre de moins en moins habitable ? Deuxième question, si l'on peut enrayer, si on peut freiner le cours de ce processus, comment faire pour y parvenir ? Alors, pour être en mesure de répondre à ces 2 questions, il faut d'abord établir un diagnostic pertinent de la situation. Sur ce point, nous ne pouvons plus nous en tenir aux notions de crise écologique et de développement durable qui ont longtemps prévalu ces dernières décennies. Pourquoi la notion de crise n'est-elle pas pertinente ? Parce qu'une crise est par définition un état temporaire. Une crise, ça se résout. Et une fois résolue, on revient, sinon à l'état antérieur, du moins à une situation plus normale. Or, il faut bien admettre que loin de se stabiliser, la situation n'a cessé et ne cesse de se détériorer, et qu'elle se détériore de façon accélérée. Pour prendre quelques exemples, les périodes de canicule deviennent de plus en plus fréquentes. C'est le cas en ce moment au Canada, où il y a d'énormes incendies de forêt. C'est le cas en Sibérie, ou encore au Vietnam. Par ailleurs, la fonte de la banquise de l'océan Arctique se fait à une vitesse plus élevée que celle qui était envisagée dans les prévisions les plus pessimistes. Quant à l'idée de développement durable, consacrée au sommet de la Terre à Rio en 1992, elle revient à traiter les contraintes environnementales comme l'un des 3 piliers du développement qui est censé comprendre ainsi l'économique, le social et l'environnemental. Or, pas plus que le dérèglement climatique n'est une crise passagère, pas plus il ne relève d'un problème simplement sectoriel. Aucune de ces notions n'est donc à la hauteur de la gravité de la situation. Nous sommes dans une situation où se trouvent modifiées durablement les conditions de vie des humains, et au-delà de l'ensemble de la vie sur Terre. Nous avons affaire à un changement massif, à un changement global, qui, comme je l'ai dit
n'affecte pas seulement le climat, mais aussi toute la biodiversité. Ou encore la composition chimique des mers par leur acidification, sans parler de l'épuisement des sols. Autant de bouleversements qui nous interdisent de considérer que le danger est passager et qu'on sortira un jour de la crise. Rien, plus rien au contraire, ne sera jamais comme avant. Et la situation peut encore considérablement s'aggraver. Alors sans doute peut-on en modérer les excès, mais même si on parvenait à réduire rapidement et de manière drastique le gaspillage énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique est en cours, il se poursuivra, quoi que nous fassions, parce qu'il résulte des émissions passées. La question est alors, comment caractériser la nouveauté de notre situation si nous voulons vraiment la comprendre et en mesurer la gravité? Alors ici, 2 scientifiques spécialistes du climat ont proposé au début des années 2000 la notion d'anthropocène. Ce terme a été introduit par Eugene Sturmer, géologue et biologiste américain, et Paul Crutzen, géochimiste néerlandais, prix Nobel de chimie, dans un article qu'ils ont écrit conjointement dans la fameuse revue Nature en 2002. Par ce terme, il désigne une nouvelle ère géologique, l'ère de l'humain, selon l'étymologie d'anthropocène. Ère géologique qu'il propose d'ajouter au sein du Quaternaire. Celui-ci a commencé il y a 2 500 000 années, aux 2 périodes précédentes que sont le Pléistocène, marqué par des cycles glaciaires, et puis l'Holocène, qui a commencé il y a plus de 12 000 ans, et qui est une période au cours de laquelle le recul des glaciations s'est accompagné, pour les hommes, du développement de l'agriculture et de la sédentarisation. Cette période bénéficiant d'une grande stabilité climatique. Crutzen et Sturmer font démarrer l'Anthropocène au début de la révolution industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, et depuis ce moment, l'impact des actions humaines est tel qu'il entraîne dorénavant une véritable rupture par rapport à l'Holocène. Cette rupture est la conséquence de l'élévation considérable dans l'atmosphère de la concentration en dioxyde de carbone et en méthane. Et je cite ici cet extrait de l'article de Crutzen et de Sturmer. Considérant l'importance croissante des actions humaines sur Terre et dans l'atmosphère, à une échelle globale, il nous a semblé plus qu'approprié de mettre l'accent sur le rôle central de l'humanité en géologie et en écologie, en proposant d'utiliser le terme anthropocène pour l'époque géologique en cours. Fin de citation. Alors, sans prétendre faire le tour de la question, je voudrais consacrer cette émission à l'examen de cette hypothèse d'anthropocène proposée par Crutzen et Sturmer. Ainsi, il s'agira d'abord d'en examiner la nouveauté, d'en comprendre les implications, puis d'en interroger la légitimité. Est-ce qu'on a vraiment affaire à une époque géologique nouvelle? Nommer cette époque anthropocène, c'est-à-dire ère de l'humain, n'est-ce pas accorder à l'humanité une importance démesurée? N'est-ce pas faire preuve d'anthropocentrisme? Et enfin, si on s'accorde sur le diagnostic, si on admet l'hypothèse de l'anthropocène, ce sera le 3e temps de notre réflexion, eh bien de quelle manière faut-il concevoir désormais l'action humaine si l'on veut éviter que la Terre devienne inhabitable? Ces questions, bien sûr, n'épuiseront pas le sujet, mais elles nous permettront sans doute d'y voir plus clair. Alors, anthropocène serait donc désormais la notion pertinente, qui permet de désigner l'ampleur des bouleversements engendrés par l'emprise croissante des hommes sur la planète. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, une époque géologique serait définie par la capacité d'action d'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine.
mesurons bien les implications d'une telle hypothèse. Elle conduit à remettre en cause les catégories de pensée à l'aide desquelles nous pensions jusqu'ici l'histoire humaine et l'action de l'homme sur la nature. En effet, si désormais l'homme se définit comme une force géologique, et même comme la force géologique principale, capable de modifier les grands cycles planétaires, eh bien on ne peut plus le considérer comme distinct de la nature. Et on ne peut plus considérer non plus l'histoire de la nature séparément de l'histoire humaine. C'est ce qu'exprime très bien le philosophe Michel Serres dans son livre « Le contrat naturel » paru la première fois en 1990. Je le cite. « Il y va de la Terre dans sa totalité comme des hommes dans leur ensemble. L'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire. Voilà de l'inédit en philosophie. » L'hypothèse de l'Anthropocène conduit en effet à mettre en cause la séparation établie dans la culture occidentale entre la nature et puis l'histoire humaine. Et séparation qui oppose au fond au caractère immuable de la première, eh bien le développement de la seconde. Comme l'écrit l'historien Michelet en 1831 dans l'introduction de son Histoire universelle, je cite, « La nature reste la même, tandis que chaque jour l'homme prend quelque avantage sur elle. Les Alpes n'ont pas grandi, et nous avons frayé le col du Simplon. La vague et le vent ne sont pas moins capricieux, mais le vaisseau à vapeur fend la vague, sans s'informer du caprice des vents et des mers. » Fin de citation. L'homme affirme ainsi sa liberté en s'arrachant au déterminisme naturel, en s'en affranchissant par ses conquêtes techniques et en développant ainsi la civilisation. Et ce projet conquérant, eh bien, c'est celui qui naît au XVIIe siècle avec l'idée de nature comme objet de science à partir de ces deux grands savants que sont Galilée et Descartes. L'idée de nature présuppose que tous les phénomènes se produisent selon des rapports constants et nécessaires, c'est-à-dire selon des lois, qu'il revient au travail des savants d'établir. La connaissance de ces lois permet d'en prévoir les effets et d'élaborer des techniques qui les utilisent à notre profit. Par exemple, c'est en maîtrisant les lois de l'optique qu'il est possible de fabriquer des lunettes qui permettent d'améliorer la vue, ou encore, si je reprends l'exemple de Michelet, c'est en sachant transformer l'énergie thermique de la vapeur d'eau en énergie mécanique qu'il est possible de construire des bateaux à vapeur qui peuvent avancer sans avoir à tenir compte de la variation des vents, comme c'était le cas avant des bateaux à voile. Ainsi conçu, la nature est un milieu extérieur, immuable, bien réglé, grâce auquel va pouvoir se déployer et face auquel va pouvoir se déployer l'histoire humaine en un progrès continu et indéfini qui se fera par le développement de la science et de ses applications techniques. Et ce progrès n'a pas de limite. Comme l'écrit le philosophe Condorcet dans la préface de son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, rédigé en 1793, je cite, « Les progrès de la perfectibilité humaine désormais indépendants de la volonté de ceux qui voudraient les arrêter n'ont d'autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés. » Ainsi, la seule limite qui puisse être envisagée au progrès historique, selon Condorcet, c'est la durée du globe. Mais on voit qu'il s'agit là seulement, pour lui, d'une clause de style. La disparition du globe terrestre est improbable. Elle est en tout cas si lointaine, selon Condorcet, qu'il est inutile d'y penser pour restreindre en quelque façon les espérances et les ambitions de l'humanité. Telle est l'idée que notre modernité a longtemps affirmée, qui va se trouver justement brusquement battue en brèche par l'hypothèse de l'Anthropocène, et c'est ce que nous verrons après une première pause.
nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak sigi na bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. Nothing can ruin this. We should be using. I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone. Bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. and when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. And there's a Million voices, and there's a million voices. tell you what you should be thinking, so you better sober up for just a second. We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. L'homme pouvait avoir confiance dans la longue durée du temps géologique, il pouvait miser sur un progrès historique indéfini. Or, voilà que l'hypothèse de l'Anthropocène met fin à cette confiance et ruine nos espérances. La durée du globe, la durée de notre Terre, est désormais menacée. Alors, par ce globe, il ne s'agit pas bien sûr ici de la Terre comme planète, qui subsistera même s'il n'y a plus aucune vie à sa superficie. Il s'agit de la Terre que nous habitons, celle qui est notre milieu de vie, notre espace habitable. Or, voilà qu'avec l'hypothèse de l'Anthropocène,
L'homme ne peut plus se considérer comme le spectateur d'une nature immuable, car il est devenu partie prenante du temps géologique. Il est devenu partie prenante de la durée du globe, que par son activité, il peut conduire à faire disparaître. Depuis qu'il est devenu une force géologique, qui peut détruire les conditions de toute vie habitable sur la planète. C'est là toute la nouveauté. Reste à savoir si cette hypothèse de l'Anthropocène est légitime. Ne revient-elle pas à surévaluer l'importance de l'activité humaine ? L'humanité est-elle vraiment en train d'écrire une page entièrement neuve de l'histoire de la planète ? Alors si on considère la profondeur des temps géologiques, je rappelle que le Quaternaire a commencé il y a 2 500 000 années. L'Holocène a duré plus de 12 000 ans. Alors qu'on fait commencer l'Anthropocène il y a un peu plus de 300 ans. Eh bien, lorsqu'on considère donc la grande durée des temps géologiques, il paraît ridicule de conclure qu'en quelques centaines d'années, les humains sont devenus la cause principale d'un changement d'ère géologique. La prudence scientifique exigerait en tout cas qu'on se méfie de toute tendance anthropocentrique qui risque d'attribuer à l'espèce humaine la responsabilité des faits aussi considérables. Cette prudence explique qu'on ait pu au départ se méfier du discours alarmiste de l'écologie. Mais cette méfiance n'est plus de mise depuis que le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental chargé de suivre l'évolution du climat, donc cette méfiance n'est plus de mise depuis que le GIEC démontre, rapport après rapport, l'impact de plus en plus important de l'activité humaine sur le climat. Dès lors, cette méfiance aboutit au déni du caractère d'origine humaine de la détérioration des conditions de vie sur Terre et risque de conduire à ne rien faire pour lutter contre elle. Souligner que l'activité humaine est la cause principale du dérèglement climatique, est-ce enfin vraiment glorifier l'homme ? Est-ce vraiment tomber dans l'anthropocentrisme ? N'est-ce pas plutôt établir que son activité produit des conséquences involontaires qu'il ne peut pas effacer ? Et n'est-ce pas là plutôt le moyen de souligner justement au contraire son impuissance, en montrant qu'il lui est impossible de revenir en arrière ? Le mieux que puisse faire l'homme, semble-t-il, ici, c'est d'éviter que la situation se dégrade toujours plus. Alors, pour montrer la pertinence de la notion d'anthropocène et souligner sa gravité, l'anthropologue Philippe Descola, qui a fait paraître en 2005 un très grand livre qui a pour titre « Par-delà nature et culture », eh bien, Philippe Descola établit une distinction entre ce qu'il appelle le phénomène général d'anthropisation et puis ce qu'il faut appeler l'anthropocène. Pour Descola, on ne peut pas raisonner comme on l'a fait trop longtemps, comme si les populations des sociétés dites primitives s'étaient contentées de s'adapter à un milieu naturel supposé demeurer inchangé. Toutes les populations, quelles qu'elles soient, sont en interaction avec leur milieu et contribuent à le modifier. Partout, il y a donc anthropisation, terme par lequel Descola désigne, je cite, le mouvement de coévolution des humains et des non-humains, ininterrompu depuis 200 000 ans, qui a façonné la Terre en altérant les écosystèmes et leurs conditions de fonctionnement. Fin de citation. Pour prendre un exemple que connaît très bien Descola, puisqu'il a vécu 3 ans en Amazonie auprès des Indiens Achuar, eh bien, la composition floristique de la forêt amazonienne a été transformée en profondeur au cours des 10 derniers millénaires par les manipulations végétales et les pratiques culturales des Amérindiens. En effet, on a pu observer qu'à taux égal de diversité d'espèces, les zones affectées par l'action humaine présentent une densité beaucoup plus élevée de plantes utiles à l'homme
que celles où il a été peu présent. De telles modifications se font bien sûr très très lentement sur des millénaires et seulement à une échelle locale. Mais elles diffèrent radicalement, en ce sens, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, qui désigne des transformations qui s'accélèrent depuis au moins 2 siècles et produisent des effets cumulatifs qui forment système à l'échelle globale de la planète. Certes, il y a eu des altérations écosystémiques régionales qui ont eu des incidences à l'échelle globale de la planète, mais ces incidences sont demeurées assez faibles et de courte durée. C'est le cas de quelques grandes éruptions volcaniques, comme celle du Krakatoa en 1883. C'est le cas aussi de la chute des défrichements forestiers en Amérique, après la conquête européenne au XVIe siècle, qui a entraîné un véritable effondrement démographique, pas seulement d'ailleurs du fait des massacres, mais aussi beaucoup des maladies infectieuses. Cet effondrement démographique a permis une extension des forêts et en conséquence une baisse de la concentration de CO2 atmosphérique et avec elle une baisse de l'effet de serre et des températures. Mais de tels changements ont eu un effet assez limité qui n'a bien sûr rien de comparable avec le caractère massif et durable de l'effet systémique de l'Anthropocène qui commence vraiment à partir de la révolution industrielle en Europe et ne cesse de croître surtout depuis l'accélération brutale qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et s'étend maintenant au monde entier. Donc si l'on s'accorde sur le diagnostic, si l'on admet que l'hypothèse de l'Anthropocène est légitime, qu'il s'agit là d'un changement global, irréversible et qui s'accélère, eh bien la question est maintenant, peut-on envisager d'en réduire les effets et comment ? Et nous allons voir ici qu'il y a 2 manières opposées d'aborder la question. Il y a d'abord la voie d'une maîtrise géotechnique. Selon cette voie, ce qui seul permettra de répondre aux défis de l'époque, c'est une véritable maîtrise technique du climat. L'humanité doit désormais intervenir techniquement à grande échelle pour contrer les effets du changement climatique. Alors de quelle manière ? Eh bien, en bloquant les rayons du soleil pour contrebalancer l'effet de serre, notamment par l'injection d'aérosols de soufre dans la stratosphère, ou encore en absorbant de grandes quantités de carbone par la fertilisation des océans à l'aide de particules de fer. Ces techniques relèvent de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Selon cette voie, les dégâts que l'humanité a produits pendant la révolution industrielle, en agissant au fond comme une force aveugle, eh bien il lui appartient désormais d'y remédier par des innovations technologiques, par le contrôle technique du climat à l'échelle de la planète. Elle pourra ainsi contrer les effets de l'Anthropocène sans avoir à modifier profondément la logique économique et sociale des sociétés actuelles. C'est la solution préconisée notamment par Paul Crutzen, l'un des premiers scientifiques à avoir proposé l'hypothèse de l'Anthropocène. Cette solution ne peut être efficace que si elle s'impose à l'échelle globale de la planète. Aussi doit-elle s'appuyer politiquement sur une gouvernance environnementale globale, selon les termes de John Kerry, qui fut l'ancien vice-président des États-Unis sous la présidence d'Obama. John Kerry présente le changement climatique à l'égal d'autres menaces comme les épidémies ou le terrorisme. Il le présente, je cite, comme peut-être la plus terrible arme de destruction massive. Ce sont ces propos qui sont rapportés en 2014 par le Washington Post. Ainsi convient-il, pour lutter contre cette arme de destruction massive, il convient que les États proclament
l'état d'urgence climatique, si nécessaire, et recours au besoin à la logique de l'état d'exception, comme ils le font pour lutter contre le terrorisme ou contre une épidémie comme le coronavirus. Eh bien, c'est ce que nous verrons après une courte pause. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all Au projet d'une géo-ingénierie planétaire devrait donc correspondre, selon la première manière d'envisager l'Anthropocène, la mise en place d'un géopouvoir chargé de piloter, de manager la planète Terre et d'encadrer les populations en réglementant leur comportement. On voit par là que, loin de remettre en cause la prétention d'une domination technique de l'homme sur la nature, cette lecture de l'Anthropocène la consacre, tout au contraire. L'Anthropocène apparaît alors comme l'âge de la domination humaine sur la Terre, domination qui a atteint son niveau global, mais qui doit, pour s'exercer au mieux, s'en remettre aux experts, aux ingénieurs, aux managers du climat. Or, n'a-t-on pas affaire ici à une vision prométhéenne qui, au lieu de reconnaître l'impuissance humaine, préfère s'illusionner sur sa puissance en s'imaginant trouver dans la technique le remède aux maux engendrés par le développement technique, c'est-à-dire surtout l'industrialisation. C'est bien ce sens accordé ici à la notion d'anthropocène qui peut alors être taxée d'anthropocentrisme. Il est
symptomatique qu'un tel projet, donc le projet de la géo-ingénierie, donc il est symptomatique qu'un tel projet envisage de poursuivre le développement technique sans prendre en considération les limites qu'il a déjà rencontrées, sans mettre en cause le mode d'organisation économique et sociale auquel il est lié. Ce projet, en effet, ne prend pas en considération les conséquences involontaires de l'activité technique, et il s'aveugle sur elles en les traitant comme des insuffisances qu'une meilleure maîtrise technique permettra de corriger. Exemple, pour contrebalancer l'effet de serre qui résulte des émissions en dioxyde de carbone émanant de l'activité humaine, il est question de bloquer les rayons du soleil par une intervention dans la stratosphère. Or, cette technique, qui est présentée ici comme un remède aux maux engendrés par le développement technique, cette technique risque d'engendrer à son tour des effets qui pourraient être largement pires pour les populations que les bénéfices attendus. En envisageant la question de l'Anthropocène sous l'angle exclusif de l'ingénierie technique, on risque ainsi d'aller indéfiniment de problèmes techniques en nouveaux problèmes techniques, dans la mesure où les solutions techniques qui leur sont données ont des conséquences qui dépassent toujours les effets attendus. En conséquence, il est vain d'attendre une solution purement technique aux maux engendrés par le développement technique. Et il est d'autant plus vain d'attendre une solution purement technique à ces maux que nos problèmes ne naissent pas des insuffisances de notre domination technique que l'on pourrait alors toujours corriger, mais au contraire de son succès. C'est bien parce que nous avons atteint une puissance technique sans précédent que les conséquences involontaires du développement technique sont tellement importantes. Cette première manière de comprendre l'Anthropocène, qui s'en remet ainsi à la puissance technique de l'homme sur la nature, demeure en fait attachée à l'idée de nature, qui a prévalu jusqu'ici dans la modernité depuis le XVIIe siècle. Idée selon laquelle la nature est entièrement prévisible, si bien sûr on en connaît les lois, et dès lors qu'on connaît ces lois, on peut élaborer des techniques qui permettent de la dominer et de produire des effets utiles pour l'homme. Mais concevoir ainsi la nature, c'est passer complètement à côté, en fait, de la nouveauté de l'Anthropocène. L'entrée dans l'Anthropocène, c'est au contraire l'entrée dans un monde incertain, dont nous ne pouvons pas prétendre prévoir tous les effets, car la technique humaine y entre en interaction avec une multiplicité de processus naturels qui ne se produisent pas d'une manière linéaire. Selon le contexte, selon les interactions mises en jeu, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Pensez ainsi, évidemment, si on prend vraiment en considération la nouveauté de l'Anthropocène, ce n'est aucunement renoncer à la technique. Ce n'est pas sombrer dans la technophobie. C'est en mesurer les limites. Il s'agit en tout cas d'abandonner l'idée d'une toute-puissance technique qui nous fait croire que nous pouvons soumettre le climat de la planète à notre contrôle. Cette surestimation, d'ailleurs, de la puissance de la technique humaine n'est pas seulement le fait de ceux qui croient que l'homme est en mesure de rétablir le climat, elle est également celle de ceux qui tiennent un discours catastrophiste et s'imaginent que l'homme, par son activité technique, a le pouvoir, lui, de détruire la planète. L'Anthropocène nous oblige donc à avoir une idée plus modeste du pouvoir de la technique et d'envisager son action sur la nature autrement qu'en termes de maîtrise et de domination. C'est cette manière d'envisager l'Anthropocène qui semble, me semble-t-il, le mieux tenir compte de son caractère inédit. En agissant techniquement, l'homme n'impose pas simplement la forme de son activité à une nature qui se réduirait à une matière inerte. Il interagit avec elle. Il interagit avec des processus naturels qu'il peut suivre ou accompagner
et qu'il lui faut appréhender dans leur singularité et dans leur contexte, s'il veut en tirer parti. Avec l'Anthropocène, la nature cesse donc d'être appréhendée comme un milieu extérieur qui peut être entièrement maîtrisé par l'intelligence scientifique. Elle est plutôt un ensemble de forces dans lequel s'insère la force humaine, ensemble de forces qui forment système, et c'est précisément l'interaction de ces forces qui paraît relativement imprévisible. On doit admettre ainsi une forme d'autonomie, une certaine indépendance des processus naturels qui peuvent en effet toujours nous échapper. Enfin, l'Anthropocène n'oblige pas seulement à penser autrement le rapport de la technique à la nature, il oblige aussi à repenser le domaine politique. Le domaine politique ne peut plus être considéré séparément de la nature. Il doit intégrer à ces débats la question du rapport à l'environnement. Si par la politique on entend la façon qu'ont les hommes d'agir collectivement, de gouverner leurs rapports, eh bien la question du gouvernement pourra de moins en moins s'envisager indépendamment du rapport des hommes à leur environnement. Pour prendre un exemple, alors que de nombreuses contrées sont de plus en plus menacées par la sécheresse, peut-on laisser une minorité s'accaparer les ressources en eau des nappes phréatiques sans qu'il y ait le moindre débat, alors que la majorité de leurs concitoyens risquent de plus en plus d'en manquer? L'eau est un bien commun. On parle ici d'une ressource indispensable à la vie et à la santé des hommes. Enfin, le gouvernement de la cité peut-il se réduire à la gouvernance d'un géopouvoir exercé par des experts au prétexte que la grande majorité de la population est censée être ignorante? Ce sont des questions que j'évoque bien sûr très très rapidement, bien trop rapidement. Il faudrait les développer davantage, mais elles me permettront d'aborder ma dernière partie où je soumettrai cette fois la notion d'anthropocène à une critique de nature politique. Parler d'anthropocène, c'est, comme l'indique l'étymologie, ère de l'humain. Donc c'est rendre l'humanité dans son ensemble responsable de la dégradation actuelle de la situation environnementale. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Les différentes populations du monde n'ont pas participé de façon égale au processus qui a abouti à la situation présente. C'est le résultat d'un développement industriel et commercial qui a commencé en Occident, dont l'Occident est encore très largement le moteur, même si bien sûr aujourd'hui on doit compter sur de nouvelles grandes puissances comme la Chine et l'Inde. Et puis, évidemment, ce développement a été porté par un certain type d'organisation sociale et économique que l'on appelle le capitalisme. Voilà pourquoi d'ailleurs un certain nombre d'historiens, comme Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz en France, préfèrent parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. Dans l'appellation d'anthropocène, non seulement on occulte la différenciation sociale qui interdit de faire de l'humanité un sujet unique, mais on naturalise le développement technique qui a conduit à la situation présente, comme si ce développement procédait de la nature humaine. Ainsi, ce serait l'homme comme homo faber, je reprends cette expression au philosophe Henri Bergson, ce serait l'homme comme homo faber qui serait à l'origine de l'anthropocène. Pour un historien marxiste comme l'anglais Jason Moore, réduire l'histoire du capitalisme à l'industrialisation qu'on fait débuter en Angleterre en 1800 de façon très européocentrique, c'est encore verser dans une explication techniciste des origines de l'anthropocène. On occulte ainsi le fait que le capitalisme industriel n'aurait jamais pu avoir l'essor qu'il a connu en Angleterre sans la traite négrière et l'esclavage colonial qui permettaient de ramener en Angleterre du coton sans avoir à payer, bien sûr, de la main-d'œuvre.
C'est ce que montre Marx, d'ailleurs, très bien, à la fin du premier livre du Capital. Toutefois, s'il est vrai qu'on ne peut pas attribuer à l'humanité dans son ensemble la responsabilité de la situation actuelle, on sait en revanche que désormais, nul être humain n'échappera à ses conséquences. En ce sens, oui, la notion d'anthropocène a bien une pertinence universelle, dans la mesure où les transformations désignées par elle affectent bien l'humanité dans son ensemble. Mais là encore, le mot risque de dissimuler une autre injustice. Non pas, cette fois, celle qui concerne la responsabilité des origines des transformations climatiques, mais celle qui désigne le fait que ce sont surtout ceux qui y ont le moins contribué, qui sont les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. Ce sont ceux-là qui risquent d'en subir le plus les effets. Ainsi, l'anthropocène, dont je rappelle que l'expression signifie l'ère de l'humanité, cette nouvelle ère géologique engendrée par l'activité humaine, donc l'anthropocène, c'est donc l'ère où l'humanité tout entière est exposée aux conséquences d'une situation que seule une petite partie d'elle a créée, et dont cette partie partira sans doute le moins. On voit par là de grandes injustices qui, si elles perdurent, risquent d'entretenir la situation et même de l'aggraver. Pourquoi en effet chercher à enrayer les effets de l'anthropocène si on a le pouvoir et si l'on estime pouvoir justement en être épargné? Sur ce sujet, il y aurait tant à dire. Il nous faudra d'ailleurs sans doute une autre fois reprendre la réflexion. En attendant, l'émission est maintenant terminée. Vous trouverez sur le site de Radio Westrack le podcast et le plan de l'émission, ainsi qu'une petite bibliographie pour approfondir la réflexion. Je vous dis à très bientôt, passez d'excellentes vacances, je vous retrouve en septembre. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.